Je veux seulement voir le cinématographe. C'est à ce que l'on dit l'une des merveilles du monde civilisé. Le cinéma, c'est 24 fois la vérité par seconde. Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à 24 images secondes, le podcast animé par des passionnés de cinéma pour un cinéma de passionnés. Aujourd'hui, c'est l'épisode 27, 24 images aux Alouettes. Alors, dernier épisode de l'année d'ailleurs 2025 avant nos traditionnels top et flop en janvier, et nous avons parmi nous aujourd'hui deux invités exceptionnels. Avant de dévoiler leur identité, c'est l'heure de présenter la horde des chroniqueurs, parce qu'on est nombreux ce soir, qui sont autour de moi. On va commencer par quelqu'un qui nous revient du Japon, plus en forme que jamais. Sa voix suave et son sens aiguisé de l'analyse nous ont manqué vraiment. Je parle évidemment du chroniqueur star, Mister Thibaut. Bonjour. Bonjour tout le monde. Un mois après avoir dégainé 2 fois la note de 1 sur 10, Louise est de retour dans l'émission. Ça va ? Merci de rappeler ça. Oui, ça va très bien. J'espère que vous allez bien aussi. Et à tes côtés, bien sûr, l'emblème de 24 images, Christina, salut. Oh, merci et bonsoir à tous. Bien sûr, à côté, nous avons le charmant docteur Raymond. Bonjour, docteur. Ah, j'aime quand vous me parlez comme ça. Ça me rappelle notre tendre jeunesse. Alors ça ne regarde personne. En tout cas, moi, c'est Jérém, votre animateur. Et je vais présenter nos invités. Le premier invité du jour qui va nous accompagner tout au long du podcast, c'est Adrien, du collectif Le Dernier Mot de Trop, que je pense les auditrices et les auditeurs commencent à connaître, avec le mois dernier Raphaël et Diane de cette équipe. Adrien, bonsoir. Bonsoir à tous, content d'être là. Eh bien, on est ravis aussi. Alors, quel est ton rôle dans ce collectif et quel film as-tu choisi de présenter déjà aujourd'hui et en live au cinéma Les Trois Luxembourg, si je ne m'abuse, début janvier? Raconte-nous tout. Oui, tout à fait. Donc, moi, je fais partie des membres fondateurs de l'asso et je suis rédacteur en chef du site et de la revue papier. J'interviens un peu sur les différents chantiers de l'asso et je programme une séance le 6 janvier aux Trois Luxembourg, effectivement, et ce sera Le Miroir aux Alouettes de Kadar Eklos, deux cinéastes tchécoslovaques, pour un film qui est sorti en 1965. Eh bien, écoute, j'ai hâte, comme je pense tous les petits collègues, d'en parler tout à l'heure. Mais d'abord, excuse-nous Adrien, mais nous avons l'immense honneur de recevoir dans 24 images secondes Charlotte De Villers, co-réalisatrice avec Arnaud Dufay du long métrage On vous croit, qui est sorti le 12 novembre dernier, qui a eu auréolé de nombreux prix en festival. Allez, bonjour Charlotte déjà. Bonsoir. On est ravis. On est vraiment ravis de ta présence. Bravo alors pour ton film aussi, je le dis, bravo déjà. Merci beaucoup, merci pour votre invitation. Alors, je t'explique, toute l'équipe a concocté une série de questions. Mais tout d'abord, comme le veut la tradition, voici un extrait de la bande-annonce. Surtout, ce qui est important, madame, c'est vraiment essayer de ne pas montrer que vous hésitez. Soyez bien convaincante de tout ce que vous dites. Pensez à ce que vous allez dire. Maman, tu crois que papa il va s'asseoir ici? Non, mon cœur, il ne va pas s'asseoir ici. On a demandé pour qu'il soit assis ailleurs. Ok? La plupart des gens préfèrent penser que ce que mes enfants ou moi nous disons est faux, que nous mentons, plutôt que de croire en ce que nous avons vécu. Le pitch. Aujourd'hui, Alice se retrouve devant un juge et n'a pas le droit à l'erreur. Elle doit défendre ses enfants dont la garde est remise en cause. Pourra-t-elle les protéger de leur père avant qu'il ne soit trop tard? Alors Charlotte, donc la série de questions va commencer avec Louise. Eh bien moi, vu que je t'avais déjà beaucoup posé de questions, je vais rester assez simple. Comment tu te sens maintenant que le film est sorti il y a quelques semaines? Comment as-tu senti l'accueil public? Alors oui, le film est sorti le 12 novembre, comme vous l'avez dit, donc ça fait presque 4 semaines maintenant. Et on a des très bons retours du public, et c'est un public qui vient, je dirais, petit à petit. On a pas mal de bouche à oreille aussi, et ça c'est très très chouette pour nous, parce que c'est ce qui va faire tenir le film un petit peu encore dans les salles, on espère. Voilà, c'était un gros challenge et gros marathon, donc on est un peu
pas épuisé parce qu'on porte le film, mais voilà, c'est quand même des moments très intenses, cet accueil qui est très joyeux en réalité, et malgré le sujet. Donc non, on est vraiment, vraiment, vraiment ravis que ce soit ici en France ou en Belgique. C'est vraiment un très bel accueil. Alors moi j'ai une question, Charlotte, qui porte sur la mise en scène. Alors François, ici présent sous le pseudo du docteur Raymond, et moi-même, on avait réalisé ensemble un court-métrage il y a quelques années, et ma question s'oriente sur ton travail avec Arnaud Buffet. Et en fait, par exemple, François et moi, on était deux, on partageait les tâches comme ceci. François, il passait beaucoup de temps avec le chef-op, avec l'équipe technique pour définir le travail qu'on avait préparé en amont scrupuleusement. Et moi, de mon côté, je passais beaucoup de temps dans la loge maquillage sur le plateau avec les comédiens. On s'était un peu divisé ces deux postes. Et je sais que personne fonctionne de la même façon. Mais moi, je me suis demandé, du coup, vous deux, vous êtes organisés comment ? En fait, donc avec Arnaud, on avait l'habitude de travailler sur l'écriture déjà ensemble, puisqu'on avait déjà écrit un scénario tous les deux. Et lorsque on a écrit celui-ci et au moment du tournage, enfin avant le tournage, on a extrêmement bien préparé. Donc tout était très clair pour nous, pour être, comme il n'y avait que 13 jours de tournage, pour être au plus juste et pas reprendre des choses sur le plateau qui nous auraient fait perdre du temps. Donc sur la répartition, je dirais que alors Arnaud, lui, avait fait déjà des courts-métrages, donc il était un peu plus à l'aise avec le plateau et l'équipe technique, mais et encore parce que le chef-op qui est Pépin Streuil m'a beaucoup accompagnée dès le début et presque comme un binôme en fait. J'étais à la fois avec Pépin et un autre binôme à la fois avec Arnaud. Et pour ce qui est des comédiens, on avait deux manières de travailler différentes. Lui plutôt une méthode d'acting un peu particulière qu'il connaissait déjà et que la comédienne connaissait. Et moi, j'étais plus sur quelque chose de l'ordre des sensations. C'est-à-dire vraiment essayer de travailler avec les acteurs autour des sensations autour du corps, puisque vu le sujet, c'est vraiment quelque chose qui impacte et qui effracte le corps. Donc pour moi, c'était une évidence d'aller chercher des choses de ce côté-là. Ok, merci, tu as été super précise. Et donc je vais donner la parole maintenant à Mister Thibault, qui a une question, lui, qu'on a reçue concernant l'acting aussi d'ailleurs, tiens. Oui, justement, ça a un peu répondu d'une certaine façon, parce que pour moi, l'un des éléments les plus marquants du film, au-delà de son sujet évidemment, c'est la prestation des comédiens et dans ce casting très resserré, incroyable. La performance de Myriam Akédiou dans le rôle de la mère ressort forcément parce qu'elle a plus de présence à l'écran, que le rôle est plus intense, mais aussi et surtout parce qu'elle est tout bonnement hallucinante. Et j'ai pas peur de dire que c'est l'une c'est la plus impressionnante prestation qui m'a été donnée de voir cette année. Ouais. Et donc ma question est la suivante, c'est comment travaille-t-on avec les comédiens pour arriver à les accompagner sur ce niveau de jeu ? Est-ce que la comédienne a rencontré des mères de famille qui ont vécu cette situation ? Quelle est la préparation en amont ? Est-ce qu'on laisse les comédiens dans leur coin ou au contraire on les prépare psychologiquement avec beaucoup plus de répétitions ? Alors il y avait quelque chose avec Myriam, on a pris vraiment le temps toutes les deux de discuter des parcours en effet des mères protectrices parce qu'elle avait envie de comprendre vraiment tout le cheminement et comment cette mère arrivait dès le début du film aussi éreintée, à terre, vraiment fatiguée de ces années d'audience et puis de répétition et d'accompagnement de son fils. Donc ça, c'était vraiment, elle avait envie de connaître tout le parcours. Après, on a travaillé beaucoup sur le scénario aussi avec elle, dans le sens où tout de suite, Myriam, elle nous a montré une image de Louvre et elle nous a dit « Ah, ça nous fait beaucoup penser à... » C'était une peinture en fait, à cette peinture. Et du coup, avec Arnaud, on s'est dit « Bah oui, on va intégrer aussi dans le scénario des choses du champ lexical de l'ordre de tout ce qui était l'animalité. » Et ça l'a beaucoup aidée, donc voilà, parce qu'elle arrive un peu terrorisée, et puis au fur et à mesure de l'audience, elle reprend
une autre place et elle n'est plus simplement une proie, mais ça va être quelqu'un qui va attaquer, notamment sur cette scène dans les toilettes. Donc c'était ce parcours-là et on a utilisé ces mots-là dans le scénario. Et puis après, c'est vrai que cette grande scène d'audience, au niveau du travail, il y a le fait de travailler avec des comédiens non professionnels qui étaient donc qui sont les 3 avocats, qui sont des avocats de profession, qui n'avaient jamais joué. Et du coup, ça a été un vrai challenge pour Myriam et pour Laurent Capelluto qui joue le père. Et en fait, c'était très spécial comme travail parce que on a trouvé des endroits où chacun était vraiment en sécurité dans des espaces qu'il connaissait, soit le jeu d'acteur, soit pour les avocats, des espaces de plaidoirie comme ils le font dans leur quotidien. Et la rencontre de ces 2 mondes-là, qui n'était pas si loin que ça, parce que les avocats en plaidant sont quand même dans quelque chose un peu de l'ordre du jeu également, ça a très très bien fonctionné. Donc on a préparé plutôt des rencontres entre eux, les comédiens et les avocats, pour justement qu'ils puissent vivre des moments du parcours de justice qu'avait très bien assimilé et compris Myriam, pour arriver au moment de l'audience comme si c'était vraiment une vraie audience. Et je dirais simplement, au-delà de ça, Myriam, nous on l'avait vue dans plusieurs films et elle fait beaucoup de théâtre, c'est une comédienne extraordinaire. Le travail qu'elle a fait là, pour nous, c'est un vrai cadeau. Je pense que ça peut changer sa vie, effectivement, en plus. Voilà. C'est magnifique. Merci. Il y avait Julien qui n'est pas avec nous ce soir, avait une question, mais c'est Louise, du coup, qui va te poser cette question. Ouais, donc je cite Julien. Merci Charlotte pour ce film important et d'utilité publique. Ma question porte davantage sur ton parcours. Comment es-tu arrivé dans le monde du cinéma après ton parcours dans le médical? Et pourquoi le cinéma et pas le documentaire ou un autre médium finalement? Alors, mon parcours, il est en effet un peu particulier, mais très jeune, j'ai fait énormément de théâtre, j'ai passé le conservatoire, j'avais travaillé aussi sur des séries télévisées, là, c'était Caméra Café notamment. Donc c'était des choses des plateaux que je connaissais déjà un petit peu. Avec un collectif de courts-métrages, on avait réalisé quelques courts-métrages, donc c'était pas si loin de moi. Mais la vie a fait que j'ai dû travailler en tant qu'éducatrice et ensuite dans le soin. Mais j'avais toujours une façon d'observer, je pense, qui est dans mes 3 métiers, en fait, d'éducatrice, d'infirmière et puis de réalisatrice aujourd'hui, qui est vraiment, en fait, l'observation, c'est vraiment mon outil de travail et il me sert dans les 3 métiers. Et du coup, c'est vrai que c'était presque un parcours un peu cohérent. Enfin, pour moi, ça me semble pas sortir de nulle part, parce que des observations, et même dans le cadre du soin, on fait beaucoup de transmission, on fait beaucoup d'analyse de pratique. Donc il y avait des choses quand même assez similaires. L'organisation, travailler en équipe, enfin, tout ça, il y avait des petits points sur lesquels on pouvait se raccrocher et qui sont pas très très loin de la réalisation. Et puis, bon, ça me titillait vraiment, quoi. J'ai écrit beaucoup. Je me suis dit, bon, allez, on y va. C'est vrai que c'était un gros challenge. Je pense que le fait d'avoir pu le faire avec Arnaud, c'était une vraie chance. À la fois pour moi, mais pour lui également, de se remettre un peu le pied à l'étrier et de se dire, je vais faire mon premier long métrage, parce que c'est son premier long métrage à lui aussi. Donc voilà, c'est pas si loin. Et puis il y a quand même beaucoup de soignants qui font des films. Au final, il y en a. Il y a Thomas Lilti. Enfin voilà, il y en a quelques-uns qui
qui observent tout simplement le monde dans lequel on vit et qui ont envie d'utiliser comme média le cinéma pour en parler. Je pense que c'est un bon outil qui nous permet de prendre un peu de distance. Évidemment, on aurait pu faire un documentaire, et il y en a aujourd'hui pas mal, des documentaires sur les mères et les mères protectrices et l'inceste, mais comme ce qu'on dénonçait ici, c'était aussi le fait que les enfants répètent en permanence. Pour nous, ça a été très clair dès le départ que ça ne pouvait pas, on ne pouvait pas refaire vivre ces situations-là aux enfants. Donc c'est venu comme ça, très simplement, en fait. Mais j'espère en faire d'autres. On espère aussi. En tout cas, quand tu racontes ça, on espère, sent que c'est une belle aventure. Hein. Ouais. Donc, et Christina, justement, une question pour toi. Ben oui, justement, maintenant que le film existe et qu'il circule, est-ce que ça t'a transformé toi? Et dans la continuité de ce que tu nous dis, est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'avais pas anticipé dans la fabrication ou la réception et qui a changé ta manière de voir ton travail ou ta façon de raconter des histoires et d'aborder tout ce qui s'est passé dans tous tes aspects de ta vie, finalement, dans tes 3 métiers et de manière plus générale? Oui, je dirais que évidemment, ça transforme, ça remet en mouvement aussi, surtout sur des parcours comme ça, d'histoires très, très intimes et qui touchent autant de mères. En fait, ça a remis du mouvement dans la lutte, je trouve, et ça, c'est extrêmement intéressant. Souvent, à la fin des projections, on a beaucoup de débats. Et ça fait partie aussi, il me semble, du cinéma, c'est-à-dire amener la parole et amener la discussion, des débats entre jeunes qui étaient extraordinairement bien faits. Je pense à un en particulier où c'était que des jeunes d'une 20-25 ans qui avaient choisi de venir faire ce débat et qui, nous on n'avait pas vraiment la parole, juste on les écoutait et c'était extrêmement riche. Donc ça, je trouve que ça donne aussi quelque chose de très, prometteur aussi dans les discussions, Moi ça m'a changé, je dirais, ça m'a conforté dans la jeunesse et dans l'engagement de la jeunesse aujourd'hui. Enfin, je trouve que alors qu'on a l'impression qu'ils sont tous sur leur portable et tout, en fait pas du tout. Enfin, un peu quand même, mais pas tant. Ils s'intéressent beaucoup, il y a beaucoup de luttes, il y a beaucoup de réflexions, et ça je trouve que c'était très très important. Voilà, et puis c'est vrai de faire ce film, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est un vrai challenge, et de dire en fait c'est possible si on a quelque chose à raconter. Je pense que alors on peut faire des films sur un scénario de quelqu'un d'autre et être que du côté technique, mais en tout cas moi c'est pas la manière dont j'ai envie de faire du cinéma. C'est vraiment qu'est-ce qu'on a envie de dire, qu'est-ce qu'on a envie de porter, en quoi réfléchir, est-ce que c'est vraiment ce média-là ou pas d'ailleurs. Ça peut être en effet des podcasts aussi, ça peut être plein d'autres choses, des BD, des trucs, mais je trouve que on a... Ou tous à la fois, comme les algues vertes. Oui, ouais, exactement. Ça peut être comme les algues vertes, ouais. Mais je trouve que ça amène quelque chose de... Pour ce film-là, en tout cas, je trouve que la force, c'est aussi d'avoir permis à des personnes qui aiment le cinéma d'aller rencontrer des sujets difficiles auxquels ils ne se seraient pas forcément penchés s'ils n'avaient pas juste envie d'aller voir un film, et à l'inverse à des victimes d'avoir aussi quelque chose de beau et de passer un bon moment au cinéma et de se dire je peux retourner au cinéma. Parce qu'on voit bien que les salles se vident, mais elles commencent un peu à se remplir, donc c'est plutôt pas mal. Mais vraiment, ces 2 entrées-là, pour moi, c'était extrêmement importante. En fait, que voilà, tout le monde
quel que soit d'où on vient, ce qu'on a envie, quels que soient nos parcours, quand il y a vraiment une nécessité vitale, ça marche. Tout à fait. Alors en parlant C'est important. de jeune qui est Merci. tout le temps sur son téléphone, je vais passer la parole au docteur Raymond voilà, qui a une question. Oui, tout à fait. Je vais reprendre effectivement cet aspect qui est intéressant, c'est-à-dire cette double casquette, puisque tu continues aujourd'hui d'exercer en tant qu'infirmière dans un centre médico-social. Oui. Et je me demandais comment tu concevais le partage entre ce métier et une nouvelle, peut-être, carrière de réalisatrice. Est-ce que tu avais des questionnements ou des choses qui t'étaient adressées quant à ta légitimité justement dans le milieu du cinéma, et si tu avais des futurs projets de réalisation qui étaient peut-être plus éloignés de ta profession médicale? Alors pour les projets, en effet, on avait déjà écrit un scénario. En fait, j'avais écrit un scénario il y a quelques années, et c'est comme ça que j'ai rencontré Arnaud, en lui proposant de coécrire avec moi. Aujourd'hui, on l'a mis un peu de côté, mais c'est quelque chose dont j'ai envie de reprendre, et reprendre aussi toute seule. Donc, je pense que ça va s'organiser un peu comme ça. Et ça donne très envie. Après, j'ai la chance de faire un métier où il y a toujours du travail. Je peux m'arrêter quelques mois, tourner et reprendre. Ça, c'est une vraie chance. Et c'est un lieu qui est tellement riche d'histoires et de rencontres que c'est une source d'inspiration qui se tarit jamais, en fait. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et puis, et avec des gens engagés. C'est vrai que c'est deux mondes différents, mais j'aimerais, en tout cas pour ce prochain film, travailler encore une fois avec des gens non professionnels. Notamment mes collègues ou des vrais patients. Ça, je trouve ça extrêmement riche de travailler comme ça. Enfin, en tout cas, moi, ça me plaît. Donc, allier les deux, je pense que ça sera tout à fait possible. En tout cas, c'est ce vers quoi j'ai envie d'aller. J'espère que ça marchera. Et puis, s'il faut s'arrêter un peu ou mettre un mi-temps, je l'ai fait quand on aura gagné plein de choses. Non, mais c'est vrai que bon, c'est un premier film, ça, c'est, voilà, c'est. En fait, c'est tellement galvanisant. Oui, c'est une vraie chance en fait d'avoir pu faire ce film-là. Et en même temps, je pense que c'était. Alors c'est délicat de dire ça quand on dit c'était le moment. C'était le moment pour moi de le faire, ça c'est sûr. Socialement et politiquement aussi. Mais oui, c'est ça. Mais pour moi, dans ma vie, c'était le moment de le faire. J'étais prête. Sans le savoir, tu as lancé la transition pour la dernière question, donc d'un invité à une autre, Adrien, qui voulait parler justement du fait du premier long. Ouais, tout à fait. Je voulais te demander, est-ce que tu avais des conseils en particulier pour les cinéastes qui souhaiteraient se lancer dans l'aventure d'un premier long métrage? Ah, il t'écoute, hein. Ouais. Alors attention, un premier long métrage, je sais pas, je pense que alors là, c'est un sujet fort, voilà, et qui moi me tenait vraiment à cœur. Ça, c'est vrai que ça a aidé. Je pense qu'il y a beaucoup d'aide en fait, aide à l'écriture, aide au développement, à la réalisation. Donc tout ça, c'est des choses vers lesquelles je pense qu'il faut aller, tout en fait, je pense que ne pas lâcher, c'est l'essentiel en fait. Et c'est alors lâcher un petit peu à des moments parce que faire des compromis, travailler en équipe, mais de savoir pourquoi c'est si important. Enfin, il y a quelque chose, en tout cas pour moi, qui a été de me dire, est-ce que je veux faire du cinéma parce que j'ai un truc à dire, parce que j'aime savoir où on se place. Ça peut être à des endroits très différents, il n'y a pas de meilleur endroit, mais de savoir vraiment qu'est-ce qui motive, parce que ça prend du temps. Nous, on a de la chance, ça nous a pris des 3 ans, mais c'est extrêmement rare
Généralement, c'est 5-6 ans de faire un premier long métrage. Donc on a eu une vraie chance grâce au Centre Wallonie-Bruxelles et à des dispositifs d'aide qu'il y avait là-bas qui permettraient à des jeunes cinéastes de faire leur premier long métrage. Mais c'est des choses qui arrivent et j'espère que ça va arriver en France aussi, ce genre de dispositif. Et ça aide vraiment. Ne pas... c'est pareil, on a pu aller au groupe Ouest à Brest, et c'est un lieu qui est vraiment bien pour discuter, rencontrer du monde, cheminer, être sûr, affiner, et puis surtout, mais je pense, faire des films courts. C'est pas mal. C'est pas mal. Se lancer dans un film de 3 heures, voilà, faire un film, un objectif tracé, pas partir, laisser les choses, enlever le gras. C'est Emmanuel Nico qui a fait Dalva qui me disait ça. Ma première, pour moi, vraiment première leçon de cinéma, c'était Emmanuel qui me l'a donné vraiment, Manu. Et elle a dit alors, on enlève tout le gras, on enlève. Et en fait, elle a raison parce que ce qui reste, c'est l'essentiel et c'est ce pourquoi on a eu envie de faire des films. C'était vraiment ma première leçon, c'était ça. Enlever le gras. Les purs. Elle dit enlève le gras. Voilà. Voilà. Bah écoute, merci Charlotte. Merci C'est à un vous. moment important pour nous et pour les auditrices et les auditeurs qui n'ont pas encore vu On vous croit, vous savez ce qu'il vous reste à faire du coup. Courez le voir. Voilà, courez Parce que là, Bah, on est à la merci, Charlotte. 4e semaine, donc il reste pas longtemps, mais il sera là, il est encore là, donc allez-y. Et on tient. Écoutez, bah merci Charlotte, Merci on va à te vous. laisser. Merci. Charlotte. Merci beaucoup. Oui, merci Merci infiniment. pour vos Charlotte. questions. Et notre deuxième film actu est Dossier 137, le 8e film de Dominique Moll. Ils sont jamais sanctionnés. Ce n'est pas le moment de provoquer la grogne des syndicats. Qu'est-ce qui vous arrive, Madame Bertrand? Si tout le monde pense qu'un autre point de vue que le sien est hostile, comment on tient ensemble? Je sais plus, moi. Le pitch, le dossier 137 est en apparence une affaire de plus pour Stéphanie, enquêtrice à l'IGPN. La police dépolice une manifestation tendue, un jeune homme blessé par un tir de LBD, des circonstances à éclaircir pour établir une responsabilité, mais un élément inattendu va troubler Stéphanie, pour qui le dossier 137 devient autre chose qu'un simple numéro. Mais qu'en ont pensé nos chroniqueurs? La question que tout le monde se pose, et on va commencer avec le retour de Mister Thibault. Et oui, Jérém. Le mois dernier, dans le podcast sur le documentaire de Laura Poitras, Toute la beauté et le sang versé, Christina a dit une chose très juste à propos du film. Que c'était aussi une manière de nous rappeler que l'art, et le cinéma par extension, est une façon de continuer à se battre pour n'importe quelle cause. Et je pense que cette maxime, elle peut s'appliquer aux 2 films actus chroniqués ce mois-ci. On pourrait même parler de récidive dans le cadre de Dominique Moll. Le cinéaste nous avait laissé face au constat implacable de La Nuit du 12, transformant un fait divers en fait de société, C'est dur ça. questionnant les rapports entre les femmes. Impressionnant autant que révoltant, le réalisateur parvenait à proposer une réflexion intelligente, à questionner le phénomène des féminicides tout en interrogeant les rapports humains. Tellement brillant que le film a rencontré un succès public et critique malgré une absence incompréhensible du palmarès cannois. Le cinéaste nous revient donc aujourd'hui avec le dossier 137 qui est d'ores et déjà un succès public et critique malgré une absence incompréhensible au palmarès cannois. Je vous parlais de récidive. Cette fois, le réalisateur abandonne les rapports hommes-femmes pour questionner le rapport entre la police et son peuple. Et là encore, sans jamais chercher à faire un film à charge, il propose un constat tout aussi saisissant. À contrario d'un discours manichéen, il met en lumière les dysfonctionnements systémiques d'une police qui enquête sur elle-même. Entre la légitimité, l'impartialité, la pression hiérarchique, le corporatisme, Moll nous développe le processus d'enquête de l'IGPN et de la difficulté à faire émerger la vérité. Et puis, cette fracture omniprésente entre la population et la police en tant qu'institution. À force de ne pas vouloir juger les actes délictueux de sa police, comment ne pas comprendre cette défiance grandissante de la société vis-à-vis de ses représentants? À la faveur d'une crise sociale, ces gardiens de la paix se transforment en force de l'ordre, un changement sémantique qui s'accompagne d'une mise en pratique plus violente. Le film dénonce le contexte politique des Gilets jaunes, de celui où l'État, par peur de perdre la face, permet cette escalade de la violence. En allant chercher des policiers qui ne sont pas formés au maintien de l'ordre, la présidence
se glisse dans une réponse démesurée, d'une police à son service contre le peuple. De l'autoritarisme au fascisme, il n'y a qu'un pas. Sans vous spoiler la fin du film, donne la parole à la victime. À ce moment-là, je vous avoue que j'ai été un peu pris à la gorge, une sensation de suffocation très subjective, et d'un coup ce souvenir, celui de se faire tabasser dans un fourgon de police par 2 agents avant de se faire jeter dans le caniveau, après un coup de tonfa porté à mon endroit. Quand ça vous arrive, vous vous sentez bien seul et impuissant face à cette institution dont les membres peuvent se sentir intouchables, à tel point que l'un des policiers m'avait même appelé en se faisant passer pour son supérieur. Cette histoire a 20 ans, mais à la faveur de ce film, je me suis rassuré en me disant que j'avais de la chance. Le policier n'avait pas de flashball, juste un tonfa, et mes séquelles étaient loin d'être irréversibles. Alors oui, ma critique sort un petit peu du cadre habituel, purement cinématographique, mais merci Dominique Moll d'avoir fait un film pour parler de ça, parce que c'est nécessaire et qu'on mérite d'avoir une police intègre, qui n'est pas au-dessus des lois et qui doit savoir juger les siens. C'est une cause juste. Merci Thibaut, c'était très, très intéressant, très émouvant, très fort. Et on va passer la parole du coup à Christina pour savoir ce qu'elle a pensé du film. Si tout le monde pense qu'un autre point de vue que le sien est hostile, comment on tient ensemble ? C'est la phrase qui claque comme un fouet dans le récit que Léa Drucker, son personnage Stéphanie, dit à un moment. Et c'est tout ce que le film porte dans cette phrase. Et donc le film est très documenté. Je pense que c'est important de le préciser parce que suite au succès de La Nuit du 12, Dominique Moll a pu accéder au service très secret de l'IGPN. Et la phrase, elle résume le postulat de base. Est-ce qu'il y a encore un espoir en la démocratie ? Stéphanie porte le film, la réflexion, la méthode et les émotions du film. Elle enquête sur ses collègues, elle les confronte à leurs contradictions, leurs mensonges, et fait face à la bureaucratie dans toute sa splendeur et un système qui pourrit de l'intérieur. Et par exemple, ces phrases qui sont en voix off tout au long du film, nous prions et au besoin requérons, etc. L'administration. Stéphanie, elle tient bon et elle essaye juste d'être envers et contre tout, d'être juste et aborde la morale comme elle le peut. Le montage, il est brillant, l'insertion des images, des vidéos décryptées, l'ensemble reste très sobre dans les plans et les décors, dans une palette colorimétrique bleu, blanc, gris. Oui, c'est très sobre, et les dialogues sont d'un très haut niveau à l'image de la petite phrase que j'ai citée. Donc c'est quelque chose tout ça est si impressionnant qu'émerge toujours une perspective et une réflexion profonde et douloureuse. Donc pour moi, Dossier 137 est porté haut par Léa Drucker, qui est très impactante, émouvante, mais aussi très lumineuse, comme tout le casting. Et la colère... La colère arrive et serre la gorge au générique de fin. On ne s'est pas consulté avec Thibaut, et je n'ai pas d'histoire particulière dans mon vécu, mais c'est quelque chose qui serre à la gorge et qui hante bien plus longtemps qu'on ne l'aurait cru. Donc moi je vous dis, peut-être on se retrouvera au César avec ce film. Oui, il y a de fortes chances. Alors, oui. Docteur Raymond, parce que ce podcast aujourd'hui est quand même extrêmement sérieux, et encore, après, on va parler des nazis. Donc, du coup, est-ce que vous pouvez un peu foutre le bordel on monte en crescendo dans tout ça, là ? Parce que là, qu'est-ce que c'est sérieux, bordel ? Monsieur Raymond, qu'est-ce que vous avez pensé du film ? Alors, vas-y. Bah écoutez, je veux bien faire de l'humour, mais je me suis promis que j'arrêtais les jeux de mots sur les noms de famille, donc je me retiendrai donc de parler de Dominique de Mimol, mais c'est pas l'envie qui m'en manque. Non, parce qu'on a effectivement un film qui aborde le sujet majeur d'une société clivée, un État qui finit par monter une partie de la population contre une autre, donc effectivement des thématiques très très lourdes. Sauf que ça promet beaucoup, mais à mon sens, ça tient pas forcément. Ça se voudrait L627 pour ceux qui ont loupé l'allusion du titre, à savoir une enquête haletante au sein des dysfonctionnements de la police, mais... C'est pas un des meilleurs taverniers pourtant. Oh, il est bon. Bon, ouais, il a mal vieilli pour moi, mais... Oh si. Continuez. Bah celui-là je l'ai aussi pas a mal revu depuis vieilli, un mais moment. assez vite. J'ai trouvé ça laborieux et didactique. Ça serait vrai, pour prendre un autre exemple, d'être Police, vous savez, le très beau film de Maïwenn, avec justement toutes ces scènes de vie en contrepoint de l'enquête policière. Mais là, les scènes de vie, elles tirent plutôt du côté du téléfilm France 3 de luxe, avec la policière maman divorcée avec son chaton. Bon. Non, le problème principal, plus exactement, ça vient de ce patchwork de style que Christina a aimé, mais qui, m'a
déconcerté, c'est-à-dire que c'est censé nous immerger dans la réalité, mais à mon sens c'est vraiment une fausse bonne idée, ce mélange de médias, de vraies images de reportages, de scènes reconstituées, des plans mouvants au téléphone qui contrastent avec les cadres fixes pour les interrogatoires. Tout ça, à mon sens, finit par donner à l'ensemble un aspect assez mou et bizarrement distancié. Et on observe un peu la même disparité chez les comédiens, c'est-à-dire qu'il y a les passages cut d'interrogatoire qui mettent en exergue la disparité des comédiens, c'est-à-dire que ceux qui jouent de manière très très naturelle et crédible, ceux qui au contraire ont un jeu plus comédie française, n'est-ce pas, ceux qui jouent téléfilm, etc. Et je ne mentionnerai pas si je la mentionnerai quand même, la voix du procureur de la République qui a visiblement été remplacée par une IA bas de gamme. Bref, un film ambitieux sur les clivages de la société française qui, à mon sens, aurait beaucoup mérité mieux. Pour citer Hazanavicius, c'est un film qui est très français, pour le meilleur et pour le pire. Merci Dr Raymond, voilà, c'était le moment ambiance de l'émission. On va passer la parole à Adrien, parce qu'Adrien, on veut t'entendre, la France entière veut t'entendre, te découvrir ta belle voix douce. Qu'est-ce que t'as pensé du film, toi ? En fait, sur le coup, j'ai quand même plutôt aimé. Je découvrais... c'était le premier film de Dominique Moll que je voyais. J'avais pas vu la nuit du 12. Et du coup, j'ai trouvé ça intéressant de son point de vue qui était assez factuel, assez sobre en fait. Je trouve qu'il nous immerge assez rapidement dans le film. Et puis, je pense que l'interprétation de Léa Drucker est quand même centrale. Enfin, vraiment, elle a un jeu quand même très subtil, très naturel, et on s'attache quand même beaucoup à elle, à son exigence, à sa quête de vérité. Et puis, je trouve que il s'est quand même bien documenté sur l'IGPN, et il montre aussi les contradictions de cette institution qui est un peu pris entre deux feux. En fait, c'est une institution qui est rattachée à la police, donc il y a vraiment un enjeu de gouvernance et de légitimité. C'est une instance un peu d'audit interne de la police, mais est-ce qu'elle peut être vraiment impartiale en faisant partie de la police ? La réponse est déjà dans la question, pas totalement. Donc voilà, ça pose quand même question. Et donc en fait, on est un peu confronté à son vertige face à l'institution, face au blocage. En fait, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de plafond de verre. Elle peut investiguer, elle peut trouver des coupables, mais finalement, est-ce qu'ils vont être punis ? C'est plus compliqué. Donc je trouve qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont amenées dans ce film, et sur le coup je l'ai quand même beaucoup aimé. Par contre c'est vrai qu'en réfléchissant après coup, faut pas réfléchir. Je trouve que comment dire, la mise en scène est un peu décevante. Il y a un côté effectivement un peu téléfilm France 2, France 3. Ça manque un peu d'envergure. Il y a certains moments, notamment la musique. Il y a un moment fort justement où il passe en revue des images des manifestations des Gilets jaunes qui sont hyper intenses, avec une musique vraiment prenante. Et je trouve que par moments, le film pourrait décoller, et en fait, il ne le fait pas totalement. Et après, j'ai vu La Nuit du 12, et j'ai trouvé que c'était un peu similaire. C'est-à-dire que c'est un film qui promet pas mal, mais qui décolle pas tout à fait, qui va pas au bout de sa démarche, potentiellement. Mais mine de rien, je reste quand même sur un avis positif, dans le sens où c'est un film mesuré, qui va essayer de mettre un peu tous les points de vue sur la table, et qui va montrer que malgré tout, il y a un gros souci dans le pays, le fait que les gens ne se parlent plus. Comme disait Christina, qu'on va basculer de plus en plus dans la violence plutôt que de se parler, quitte à pas être d'accord, mais au moins à dialoguer, quoi. Donc malgré tout, je pense que c'est un film intéressant et important, même si il aurait pu être meilleur, très certainement. Oui, voilà, c'est pas un cinéaste dans l'emphase, hein, Dominique Moll, donc il est resté au niveau de son écriture, au niveau de la mise en scène. Ouais, mais après, c'est un film qui est plutôt juste. C'est comme une démarche. Il a essayé de montrer un peu les différents points de vue, donc il y a quand même une certaine justesse du regard, je trouve. Ah oui, c'est très juste. On va donner la parole à Louise pour savoir un petit peu ce qu'elle a pensé. J'espère qu'il n'y aura pas de... Enfin, on sait jamais, de 1 sur 10 cette fois. Donc... On a peur maintenant. Ça y est. Moi, je trouve que le film fonctionne plutôt bien. Notamment parce que le sujet est passionnant, comme tu l'as dit Thibaut, et inquiétant, comme vous l'avez un peu tous dit. L'omerta autour des violences policières, l'impossibilité pour l'IGPN, la police des polices, de faire son boulot. J'ai trouvé aussi, comme toi Adrien, que la musique était... Moi j'ai même dit super, donc toi t'as dit qu'elle était bien, mais voilà, on est plutôt d'accord. Et que l'image était belle. J'ai été particulièrement marquée par les photos des manifestations de Gilets jaunes au tout début, qui d'ailleurs sont de vraies photos, c'est marqué dans le générique. Moi j'ai bien aimé le mélange un peu des genres, justement, d'avoir des photos vraies. J'ai trouvé ça assez convaincant.
Il y a toutefois 2 points, et pas des moindres, qui pêchent, je trouve. Le jeu, que je n'ai pas du tout toujours trouvé très juste dans le film. Comme le Et les docteur Raymond dialogues. disait. Là, je suis pas d'accord avec toi, Christina. Vu le sujet, je trouve vraiment dommage que les dialogues aient pas été plus soignés. Je pense par exemple à l'échange entre le personnage principal, donc Stéphanie, jouée par Léa Drucker, et sa chef. Le fond est hyper intéressant. La chef trouve Stéphanie biaisée parce qu'elle connaît vaguement l'une des victimes de l'affaire sur laquelle elle enquête. Ça la rendrait trop conciliante, trop humaine avec elle. Stéphanie ironise par contre que je sois entourée de policiers et que donc potentiellement je sois plus conciliante avec le policier qui est soupçonné de violence. Ça pose pas de problème. Alors là je cite pas, hein, c'est une citation libre qui sort de ma mémoire, mais c'est en gros ce qu'elle dit. Je trouve que donc ça soulève des failles cruciales, ça on est bien d'accord, mais je trouve que le phrasé ne suit pas, soit il est pas assez spontané, soit il est trop écrit mais pas bien écrit. Et pareil pour l'échange qu'elle a avec son fils qui est hyper important, mais j'y crois pas. Puis l'échange qu'elle a avec la mère de la victime qui est lui aussi très important. Le fond, je suis complètement d'accord, ça parle de choses assez universelles et assez... comme tu disais, Christina, qui mettent en colère, en fait. On ressent la colère de la mère, mais je trouve que le jeu et les dialogues suivent pas. Après, j'ai apprécié que le film, désolé, petit spoil d'une phrase, j'ai apprécié que le film n'offre pas une fin heureuse, avec des solutions toutes faites qui auraient sûrement été simplistes et un peu prétentieuses, mais qu'il souligne plutôt l'incohérence du système et les déchirements personnels qu'il engendre. Bah, tu l'as dit Thibaut, hein, moi je connaissais pas cette histoire que tu as vécue, mais voilà, 20 ans plus tard, ça t'a marqué, alors que comme tu le dis, t'as pas de séquelles comme le fils en aura lui dans le film. Voilà, donc je suis assez mitigée. J'avais pas vu La Nuit du 12, je l'ai vu depuis. J'ai préféré La Nuit du 12, j'ai trouvé que les dialogues étaient un peu mieux. Après, je trouve qu'en effet, les sujets qu'il apporte sont hyper intéressants. Et quand tu disais, Christina, bleu, blanc, gris, j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que est-ce que c'est voulu... Enfin, ça ressemble au drapeau français et ça fait un peu la critique triste et dark du système français. Alors, non pas qu'il soit forcément meilleur dans un autre pays, hein, mais le fait de prendre un peu de recul et de se dire qu'est-ce qui ne marche pas aujourd'hui dans notre pays. Et je trouve ça drôle que tu aies cité ces 3 couleurs qui ressemblent vachement à notre drapeau, mais en triste. Voilà. Ouais, d'accord, merci Louise. Je vais juste ajouter avant de passer aux notes, moi j'ai apprécié le film dans sa justesse, comme vous avez dit. Après, moi, le problème, c'est pas la mise en scène, moi c'est l'écriture. J'ai trouvé que les ficelles étaient, parce qu'on sait depuis le début du film qu'elle sera le cul entre deux chaises, et à partir du moment où on le sait, on a presque deviné quasiment la deuxième partie du film, parce qu'elle va constamment être le cul entre deux chaises, c'est impossible pour elle. Et moi, il y a le moment, comme tu dis, où elle parle avec son fils, mais juste avant, elle est sur son téléphone en train de regarder la vidéo, elle met pause, et là je me suis dit, ça y est, ok, la solution va être là. Alors, c'est parce que j'ai vu trop de films comme Maxine au début, où avec Louise on avait trouvé l'assassin en 2 secondes, et là, à partir de ce moment-là, j'ai décroché, parce que forcément, elle va parler avec son fils, et la discussion avec son fils, en fait, c'est pour nourrir une relation entre eux. Donc j'ai lu, en fait, j'avais le scénario sous les yeux, à partir de là, et elle va revenir sur le téléphone, et là, la révélation, genre, putain, il y a quelqu'un qui va, etc. Et à partir de là, je me suis dit, ah ouais, non, mais, et à partir de là, les ficelles, elles sont... Voilà, mais j'ai quand même apprécié le film, parce qu'il m'a ému, enfin, il m'a touché, j'ai pas été ému, j'ai été touché. Voilà, donc je suis un petit peu, on va dire, comme Adrien et Louise sur ce film. On va passer aux notes d'abord pour On vous croit. Je peux juste ajouter un petit truc sur ce que bien tu sûr. disais. Vas-y. Moi, le fait, je suis complètement d'accord dès le début, dès le titre, en fait, limite, tu sais qu'elle va avoir le cul entre deux chaises. Je trouve pas ça si dérangeant, en l'occurrence. Ça fait partie de ce genre de film où tu connais la fin. Je pense pas que c'est un peu comme La Nuit du 12, tu sais que c'est... En fait, c'est un... Ah, le 12, oui, on sait. Ça va pas bien finir. Un cold case. On sait quand ça finit. Mais je trouve justement que c'est intéressant qu'il te laisse voir comment ça n'aboutit à rien. Oui, c'est ça. Comme La Nuit du 12. Ça, c'est assez original, je trouve, d'amener ça. Tout à fait. Alors, je dirais juste avant de terminer. Je sais pas s'il a entamé une trilogie. Moi, j'ai très hâte de voir son prochain film. Oui, moi aussi, j'aime bien comme ce cinéaste. Si je trouve que c'est imparfait, mais ouais. Voilà. Je vous conseille, moi, mon préféré de lui, c'est Des Nouvelles de la Planète Mars, avec Vincent Macaigne et François Damiens. Déjà, quand je cite ces deux mecs-là, je vous conseille de le voir parce que c'est une comédie surréaliste, fantastique, et ça n'a rien à voir avec ses autres films. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment chouette. Alors, les notes. Donc, du coup, On vous croit. On va commencer par Louise. Moi, je mets 10. Hein.
Ah bah tiens. Ah bah tiens. Ça faisait longtemps. Adrien. Moi je mets 7, je trouve que c'était vraiment un très bon film. C'est un premier film, donc il n'est pas non plus parfait à 100%, mais il est très solide, je trouve. Comme disait Charlotte, on sent qu'il est vraiment dans les purs, donc il y a vraiment l'essentiel, avec des bases solides, un jeu très intéressant, des problématiques aussi qui sont pas seulement celles de l'inceste, mais aussi de l'institution judiciaire, donc il y a vraiment une réflexion globale. Donc ouais, un bon 7, très bon film, ouais. Je te suis, je mets 7 aussi, et il manque du coup Mister Thibaut, parce que les autres n'ont pas encore vu. Mister Thibaut. Je vais faire dans l'original, je vais lui mettre 7. Voilà. Eh bien, que des belles notes pour ce film. On passe à la nuit du... pardon, le lapsus. À dossier... La nuit du 13. 2 ans plus... On peut noter des films qui ont dû passer aussi. Dossier 137, Mister Thibaut. Le dossier 138. À 7,5. 7,5. Christina. 7,5. Adrien. 6,5. Louise. 8. 8. Moi, je mets 6. Et pour terminer, bien sûr, ce bon vieux Dr Raymond, quelle est votre note pour le Dominique Demi-Molle? C'est un 3. Eh bien, ça répondra tout à fait au produit 5,5. Oh, ok. Moyen, quoi. Ok, alors nous avons des coups de cœur de moi, et nous avons un coup de cœur, on va commencer par Mister Thibaut. Neon People, c'est ça? Non, gros coup de cœur pour le documentaire de Jean-Baptiste Torres. Si vous connaissez pas Torres, c'est un peu un des plus grands historiens du cinéma, spécialiste de Michael Mann, de Friedkin, de Polizio Tesco et de plein d'autres trucs, l'Amérique, Cimino, etc. Et là, il a signé un film incroyable. À la base, il est parti d'une légende urbaine qui dit qu'il y a des gens qui vivent dans les égouts de Las Vegas. Et en fait, la ville a construit près de 300 km de tunnels d'évacuation des eaux dans les années 70 et dans lesquels aujourd'hui vivent près de 2000 personnes. Et justement, Torres va aller à la rencontre de ces personnes que la vie n'a pas épargnées, hein, entre les addictions et les accidents. Il va nous présenter une galerie de personnages bouleversants. Et qui vont des personnages qui vont nous accompagner longtemps après la séance, et le film est beau, il cherche pas à les montrer de façon misérabiliste, type le reportage gris des gens avec des gens floutés qu'on a tous vus. Non, Torres les films comme du Michael Mann, il utilise sa caméra pour les magnifier, loin du regard que la société peut leur porter. C'est plein d'humanité et c'est forcément indispensable, il faut absolument le voir, ça aussi. Merci Mister Thibaut. Moi j'ai un coup de cœur pour Magellan qui sort le 31 décembre, que j'ai eu la chance de voir en avant-première, et de la chance aussi de participer à une interview de Lav Diaz, donc le réalisateur philippin, voilà, qui en est déjà à une quinzaine de films en presque 20 ans. Il a eu un Lion d'Or à Venise, un Léopard d'Or à Locarno, enfin c'est pas n'importe qui. Son film Magellan a été sélectionné, il était à Cannes première, donc au Festival de Cannes. C'est avec Gaël Garcia Bernal qui a appris le portugais pour l'occasion, qui joue Fernand Magellan. Le chef-op, c'est celui d'Albert Serra, donc voilà, l'image est d'une puissance esthétique assez dingue. C'est une succession de tableaux à l'esthétique caravagienne, enfin voilà, c'est somptueux. Je vous conseille vraiment de le voir, parce que forcément, là aussi, hein, on connaît la fin de l'histoire de Magellan, mais filmé par Lav Diaz, ça a de la gueule. Voilà. C'était mon coup de cœur, et on passe du coup à notre bonne vieille rubrique Ciné Club avec Adrien, du coup, qui va être un peu l'animateur de cette rubrique avec le dernier mot de trop. Alors, le jeudi 6 janvier, au cinéma Les Trois Luxembourg, est projeté donc, comme tu disais, le film de Yann Kadar et Elmar Klaus, Le Miroir aux Alouettes. Donc déjà, il faut venir nombreuses et nombreux, parce que c'est un classique. Pánovi, je to pod honory za vlastným švagrom. No, tebe by sa asi huba skrivila, keby si mal zrvať na strach. To som papagaj. Tu máš ty. A to na večné časy. Pour le pitch, je me tourne vers Adrien. Pour une fois, tiens, c'est pas moi qui vais le faire. Donc raconte-nous, avec tes mots, de quoi parle ce film donc de 1965 et pourquoi l'avoir choisi. Oui, alors juste, c'est mardi 6 janvier, ne vous trompez pas de jour. Alors, le pitch, nous sommes en 1942, dans un village slovaque. Tono, menuisier sans histoire, loin des idées fascistes, accepte de son beau-frère, chef de la milice locale, la gérance d'une mercerie appartenant à une dame juive, Madame Lotman, afin d'arianiser ce commerce. Très âgée et presque sourde, Madame Lotman ignore tout des nouvelles lois raciales, elle le prend pour un assistant. Une complicité inattendue naît bientôt entre ces deux êtres que tout oppose.
Donc, c'est un film de 1965, très intéressant, et j'ai choisi de le programmer tout d'abord parce qu'il est toujours pertinent aujourd'hui. Ça me semble une situation un peu comparable avec la nôtre aujourd'hui, c'est-à-dire un pays qui s'enfonce dans le fascisme peu à peu. En fait, c'est un peu comme la grenouille qui se fait bouillir dans une casserole petit à petit. Au début, on rigole, et puis petit à petit, on se rend compte que ça devient sérieux et même très grave. Donc le parallèle peut être fait très, très facilement avec l'Amérique de Trump, la Russie de Poutine, et les partis d'extrême droite qui gagnent du terrain de façon inquiétante partout en Europe. Le film est intéressant aussi parce qu'il questionne les notions de vérité et de mensonge qui sont les thématiques de notre année, de notre saison au Ciné-Club. Donc notamment la vérité est battue en brèche aujourd'hui, on le voit avec les fake news, les récits alternatifs, etc. Donc il faut savoir qu'en 1965, en Tchécoslovaquie, le régime est communiste. À l'époque, les artistes ne pouvaient pas s'exprimer librement, l'art était sous le contrôle de l'État et de la censure. Pourtant, entre 1962 et 1968, la censure se relâche en Tchécoslovaquie. C'est une période d'effervescence intellectuelle et artistique qui va culminer avec le Printemps de Prague et qui va voir naître la nouvelle vague tchécoslovaque, l'un des mouvements cinématographies les plus inventifs, libres et insolents du XXe siècle. J'aime beaucoup ce mouvement. Exactement, j'aime beaucoup ce mouvement. Et d'ailleurs, il commence à intéresser des jeunes de plus en plus, donc on va en reparler. Donc pour revenir au cinéaste, Jan Kadar, qui est slovaque et juif, et Elmar Klos, qui est tchèque, n'appartiennent pas à la génération de la Nouvelle Vague, les Milos Forman, Vera Chytilova, Jiří Menzel, etc. Kadar et Klos sont plus âgés, c'est plutôt la génération d'avant qui a préparé la Nouvelle Vague, donc ils ont environ la cinquantaine quand ils réalisent Le Miroir aux Alouettes. Ce sont donc des cinéastes en pleine possession de leurs moyens, qui livrent un film très subtil et très fort qui sera leur chef-d'œuvre. Ce sera le premier film tchécoslovaque à remporter l'Oscar du meilleur film étranger. Le suivant sera le célèbre Train étroitement surveillé de Jiří Menzel, que je vous conseille aussi, couronné 2 ans plus tard, en 68. Et enfin, je trouve intéressant Le Miroir aux Alouettes par sa subtilité, j'y reviens, et car c'est un film multiple, c'est à la fois une comédie et une tragédie. Comme Chaplin, qui est une référence explicite dans le film, il y a un rire intelligent et sensible, politique même. Il montre combien, sous l'influence nazie, il y a toute une foule d'opportunistes, prêts à pactiser avec l'ennemi. Il y a des personnes courageuses, mais elles paraissent bien seules face au mouvement d'ensemble. Et notre héros, Tono, est entre les deux. C'est un brave type, gentil, inoffensif, mais il est du genre un peu tir au flanc et pas très courageux. C'est un personnage attachant, tout comme celui de Madame Lothman, et leurs dialogues sont souvent drôles, avec pas mal de quiproquos et d'ironie, mais aussi un humour un peu noir, car l'arrière-plan du film, c'est quand même la Shoah. Et là, les dialogues sont incroyables, par contre, sur ce coup-là. Docteur Raymond, vous en avez pensé du film? Non, bah c'est un très 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 grand film. Effectivement, je vais pas redire ce qui a été dit ici, mais ce qui est frappant déjà, c'est que effectivement, on n'est pas forcément habitué à voir du cinéma d'Europe de l'Est de cette époque-là, à part Forman justement, qui débutera sa carrière quelques années plus tard. Hein. C'est vraiment Au feu les pompiers qui a vraiment permis d'éclore pour nous en Occident, mais on redécouvre effectivement toute une gamme effectivement d'auteurs des années 60, donc cette fameuse nouvelle vague tchécoslovaque, même si effectivement les auteurs sont un petit peu plus anciens, et qui mélange plusieurs influences, c'est-à-dire qu'il y a à la fois le souvenir un petit peu de l'expressionnisme allemand avec ce jeu qui reprend l'efficacité du muet, et notamment cette très belle séquence d'ouverture en vue subjective cigogne sur la ville, qui est quand même extrêmement créative. Des influences aussi peut-être du néoréalisme italien, en tout cas avec justement cet art du dialogue. Bref, c'est vraiment un cinéma qui concentre vraiment le meilleur de ce qui s'est fait dans les années précédentes, et c'est très très intéressant. Bon, après, voilà, je vais pas redire ce qui a bien été dit, c'est excellemment joué, c'est effectivement une comédie avec un humour qui prend son temps, pour nous amener au cœur du drame. Et effectivement, ce film de guerre avec un angle qui, à l'époque, était très peu vu, donc qui est la survie d'un homme ordinaire, un peu médiocre, mais attachant sous une occupation, interprété par Joseph Kroner, qui lui donne une qualité proprement théâtral, j'ai envie de dire, dans le bon sens du terme, pas théâtral dans le sens qu'il chargerait ses effets, mais au contraire, il donne toute la profondeur et tout le poids qu'on peut donner à ce jeu-là, et qui fait ressortir toute sa chaleur humaine.
voilà, je passerai pas en revue toutes les idées de réalisation qui sont très fortes, les éléments symboliques très forts avec la construction progressive de cette pyramide, avec les jeux de miroirs justement qui donnent leur titre au film. Et voilà, je soulignerai simplement encore la musique avec l'usage par Zdeněk Liška d'instruments populaires slovaques qui arrive à détourner justement la musique traditionnelle de cette époque en petite pointe musicale, ironique et de plus en plus grinçante, et voilà, qui est vraiment une très très belle trouvaille, par petites touches, très très discret, mais très très efficace. Merci Dr Raymond. Louise, qu'as-tu pensé de ce film, toi ? Moi, je l'ai trouvé très moderne, très actuel. Enfin, ça rejoint ce que tu disais, Adrien. C'est du coup très effrayant, je trouve, même s'il y a une grande légèreté qui est... Enfin, le parti pris de ce film est d'être quand même dans une grande légèreté, avec un personnage assez enfantin. Et puis même ce début... alors j'avais pas lu, je savais que tu allais bien nous expliquer tout le contexte du film, donc j'avais pas du tout lu autour, mais je suis très contente de voir que j'ai bien appris ma leçon avec Nouvelle Vague, parce que je me suis dit tiens, on dirait un film de la Nouvelle Vague, parce que on est dans sa tête au début, il marche, il bute dans des cailloux, il joue dans la rue, enfin on est dans un truc très promenade, balade, on suit un personnage de manière un petit peu... Enfin, on est dans sa tête. Enfin, j'ai trouvé que c'était une mise en scène assez simple, mais assez agréable, et qui va avec la légèreté dont je parlais tout à l'heure. Et en fait, moi, j'avoue que je trouve ça tellement effrayant que j'ai un peu eu un blocage au moment d'écrire quelque chose dessus, parce que ça me fait trop penser à ce qu'on voit autour de nous. Et tu parlais de l'Europe, mais même en France, enfin, la montée des extrêmes et tout. Voilà, bon, pour revenir sur un truc un peu plus léger, j'ai trouvé que... En fait, c'est bête, mais ça me rappelle vachement les fables de La Fontaine, le côté... c'est un peu une petite morale. C'est une fable. Voilà, il se fait avoir, il est opportuniste, comme tu disais, je sais plus si c'était Jérém ou Dr Raymond, mais c'est un opportuniste, mais pas méchant dans le fond, mais en fait si, voilà, et c'est... Voilà, il y a un petit côté fable de La Fontaine qui m'a plu. Qui, je pense, du coup, l'omniprésence des animaux joue accessible, beaucoup, hein, ça. Ouais, Ce côté en plus, ce côté fable, c'est ça. Tu disais les cigognes, Dr Raymond, le chien qui est hyper important. D'ailleurs, le chien qui se désolidarise de son maître quand le maître commence à faire n'importe quoi. Hein. Et le maître qui se désolidarise de son chien quand il commence à faire n'importe quoi aussi. Enfin, le fait de se séparer, d'avoir l'impression de plus être soi-même. Que l'humain n'est plus un animal parce qu'on est arien, comme si on n'était plus un animal, alors que si, on reste un humain, on reste un animal comme tout le monde, quoi. Bref, donc je pense qu'il y a beaucoup de couches d'analyse dans ce film hyper intéressantes. Moi, je crois que j'étais pas prête. Je pense qu'il faudrait que je le revoie et voilà. Parce que ça t'a marqué, ouais. Voilà, ça fait voilà. Bon, moi ça me fait très peur ce qui se passe en ce moment. Donc voilà. Bon. Bref, donc merci Adrien pour cette découverte, et je le re-regarderai viens à la séance. avec autant de plaisir, mais même si je savais de quoi ça parlait, c'est bête, mais je pense que la légèreté m'a troublée en fait. Non pas que je pense qu'il est mal décrit, hein. Au contraire, je pense que c'est très intéressant d'utiliser ce point de vue-là, mais c'est troublant. Merci Louise. Christina, tu as quelque chose à rajouter toi sur le film ? Merci Adrien, parce que je trouve que c'est une belle découverte et c'est un point de vue assez insolite pour un film de cette époque sur ce sujet-là. Et c'est assez fascinant de voir ce que moi j'appellerais la mise en scène du leurre collectif. Le film ne montre que ça. Comme disait François, c'est la jolie image d'Épinal, mais tout est contaminé. Et en fait, tout est glissé, le mal est glissé dans un angle, dans un uniforme, dans un geste, et le diable est dans les détails, comme on dit. Et le personnage Tonneau, parce qu'on a l'habitude dans les récits de guerre construits autour de figures exemplaires, les bourreaux, les résistants, et là pas du tout. Tonneau, ce que tu disais, hein, c'est pas un héros, c'est pas un monstre, il est comme tout le monde, coincé dans sa petite vie, sa jalousie, sa lâcheté, et tout ce qui le dépasse complètement. Et le rapport avec Madame Lautmann, elle qui comprend rien à ce qui se joue, bascule presque dans le burlesque. Hein. Elle parlait de Chaplin, c'est le mot burlesque qui m'est venu.
Un burlesque qui met mal à l'aise, hein. Donc Louise, je comprends parfaitement le sentiment. Et parce qu'à tout, on sait, on sent et on perçoit que ça peut et ça va déraper. Donc ça parle de l'aveuglement volontaire et du moment où l'on choisit de détourner les yeux. Et c'est finalement le plus grave. Et donc c'est un film qui parle moins du passé que de notre responsabilité individuelle face aux choses qu'on préfère ne pas voir. Voilà, pour rester dans la légèreté, désolée. Et c'est ce qui rend très malheureusement le film très actuel. Et ce flottement, ce personnage qui flotte, qui choisit pas, c'est ça qui mène à la tragédie. Et je pense que c'est important de le noter, de le montrer et d'en parler. En fait, en t'écoutant, Christina, je me dis, c'est justement en effet cette simplicité de à quel point il bascule comme ça, en un claquement de doigts dans le... Enfin, dans ce... Ouais, il devient un monstre, ouais. Il participe à cette machine nazie très facilement, et c'est ça qui est effrayant, c'est que c'est presque même pas un sujet, il se pose même pas la question, c'est comme tu dis, c'est un espèce d'aveuglement. Le terme leurre était juste. Et je pense que c'est ça qui rend le truc... Waouh, tu te dis, bah oui, ça peut vraiment arriver du jour au lendemain à ton voisin, à toi, peut-être. C'est horrible. Enfin, voilà. Oui. Merci Christina et Louise. Pardon, Mister Thibault, qu'est-ce que tu as pensé du film ? Ah, le fameux film tchèque des années 60 en noir et blanc, Graal supposé des cinéphiles que nous sommes. Bon, par rapport à ce que vous avez dit, j'ai pas grand-chose à rajouter. Hein. Bah ouais. J'ai noté à peu près les mêmes trucs. Très bien construit, ça c'est, vous l'avez dit. Moi, ce que j'aime bien, c'est vraiment, on ne sait jamais si c'est une comédie ou un drame. Mais comme l'a dit François, la musique est toujours là pour vous rappeler que non, ça va pas bien se finir. Et puis j'ai vraiment beaucoup aimé la scène du repas. Ah, j'ai vraiment l'impression qu'ils se sont cramés le burlingue au rhum agricole. Hein. Et bon, il y a des chances. Non, c'est un très beau film. Et comme tu disais, Louise, très très belle modernité pour un film de 1965. Impressionnant. Ouais, moi je vais finir. On a quasiment dit tout ce qu'il fallait. Moi, en fait, vous parlez de Chaplin ou de la comédie à l'italienne. Moi, j'ai l'impression qu'au début, il y a quand même ce scénario un peu à la comédie à l'américaine, à la Lubitsch, tu vois. Où voilà, donc il devient l'intendant parce qu'il ose pas le dire à cette dame. Et donc c'est vrai que ça part sur des bases de comédie. Et moi, je vais revenir sur la dernière demi-heure, hein, sans rien spoiler, évidemment. Enfin, même si voilà, bon. On a quand même dit pas mal de choses, mais moi, ce que je trouve extraordinaire, mais vraiment, dans cette dernière heure, c'est les deux mondes qui se jouent, donc les miroirs, donc le monde extérieur, en fait, qu'on voit à travers la fenêtre, le monde extérieur, la société, le bordel, les gens qui se font embrigader, voilà, ils prennent les nazis qui les emmènent, etc. Et eux deux qui sont dans leur monde à eux, dans l'autre miroir. Et comme tu disais, Louise, en fait, le reflet du monde extérieur va jouer sur son comportement à lui et le faire devenir un monstre. Alors qu'au final, il a parlé à personne de dehors, mais il devient tout seul, en voyant ce qui se passe dehors, un monstre, en fait. Et c'est ça que j'ai trouvé. Et il y a un troisième, je trouve, miroir, c'est le spectateur. Parce qu'à l'époque, à ce moment-là, il faut se rappeler qu'on parlait de camp de travail. Il le dit à un moment, on part en camp de travail, etc. Certains se doutent qu'il y a un truc qui fait un peu peur quand même parce que les gens reviennent pas. Mais on ne sait pas encore à l'époque exactement ce qui se passe là-bas. On ne le sait pas, mais nous, spectateurs, là en 2025 ou les spectateurs en 65, on le sait. Et donc je trouve qu'il y a un troisième écran, un troisième miroir, un troisième univers qui est terrifiant en fait. C'est que du coup, lui, il devient un monstre effectivement avant même de savoir ce qui se passe. Ce qui veut dire que le diable est dans les détails. Ça, je trouve que c'est super bien dit, Christina, parce que ça se joue en fait, la transformation de ce personnage se joue sur rien au final, quoi. Et il n'y a même pas besoin de faire des horreurs là-bas et de le savoir pour devenir un monstre. Déjà, on l'est même avant. Et c'est. Il y a un mot important à ce moment-là, quand ça bascule, Madame Lottmann qui se rend compte de rien à aucun moment. Non. À ce moment-là, quand elle comprend, en plus, elle dit, alors je ne parle pas la langue originale, mais dans les sous-titres, elle parle, voilà, ça y est, elle comprend d'un coup et c'est un pogrom. Et je trouve important, je trouve que c'est un mot important dans le basculement complet, dans ce qu'elle pourrait et ce qui peut représenter le pire pour elle. Et je noterais juste la touche finale un peu fantastique, hein, vous voyez ce que je veux dire, la séquence, voilà, donc la séquence vraiment toute fin. Ah oui. Je m'y attendais pas du tout et je trouve que ça ajoute une touche encore plus dramatique avec de la mélancolie sur ces deux personnages qui auraient pu s'aimer justement, qui auraient pu être comme cette fin.
et dans la réalité malheureusement ne le sont pas. Donc merci Adrien, parce que je ne le connaissais pas ce film, je ne l'avais jamais vu. On avait eu une époque, tu sais, découvert Le Funérailles des Roses, un film de la nouvelle vague japonaise, tu vois, que je ne connaissais pas. Donc c'est toujours intéressant les découvertes, et donc bravo à toi. Et je pense que le mardi 6 janvier, j'espère en tout cas qu'il y aura du monde au 3 Luxembourg pour aller voir ce film. Oui, voilà. venez. Qu'on va noter quand même. Bon, je pense que voilà. Bon, Adrien, quelle note tu mets toi? Moi, je mets 9. Pour moi, c'est un très grand film. C'est parmi les plus beaux et les plus intéressants films tchèques qui ont été tournés. Et c'est pas pour rien qu'il a gagné l'Oscar du meilleur film étranger. Enfin, il y avait de la compétition à l'époque. Il y avait par exemple Kwaidan de Kobayashi, qui est aussi un grand film. Donc voilà, je pense que c'est, comme vous l'avez dit, un film toujours actuel. Donc regardons-le de nouveau et méditons sur ce qu'il nous enseigne. Docteur Raymond? 9 également. Voilà, moi c'est 8,5. Louise? Ouais, moi c'est 9 aussi. Mister Thibault? Fellini, 8,5. Et Christina? 8,5. Eh bien, merci à tous. Voilà, c'était 24 images secondes. On est toujours présent, bien sûr, sur Spotify, sur YouTube, sur Google Podcast. Et j'ai envie de vous dire, hasta la vista, baby.